RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Ce moment chez RL Location, véhicule catégorie A à partir de 14 € par jour et véhicule catégorie C à partir de 50 € par jour. Guadeloupe, actualité. Et toujours en attente de leur réintégration, des personnels suspendus du CHU de Pointe-à-Pitre rejoignent un nouveau BIC. Ces derniers sont de retour dans l'enceinte de l'hôpital et entendent maintenir la pression pour retrouver leur poste avec, entre guillemets, dommages et intérêts. On fait le point avec Gabi Clavier. Dans le BIC intérieur là, puisqu'il a rappelé qu'effectivement, ils ont intégré, après vraiment combat, ils ont intégré les personnels suspendus dans tout l'établissement public et de santé. Il a rappelé qu'il y a une 3 revendications: réintégration, indemnisation et réhabilitation. D'autant que je dis là encore une fois, les personnels contractuels qui sont en CDD, qui normalement doivent être réintégrés en même temps que les titulaires, ne sont pas réintégrés. Donc c'est pour ça que nous réintégrons BIC là, dans ce CHU là. Et bien évidemment, depuis quelques temps, nous avons engagé des négociations sur les conditions de réintégration. De façon à ce que les pays ne soient pas de parce que les suspensions que vous prononcez ici illégales, les suspensions que vous prononcez dans le secteur privé illégales, et également, ça qui est certainement important, c'est que tout droit que vous avez, qui doit retraite, qui doit mutuelle, qui doit avancement, tous ces droits-là, ça vous perdre parce que nous prenons des décisions qui non fondées en droit. Donc nous réintégrer au poste de travail et nous réintégrer un piquet de grève à nous, qui sont un espace de revendication totalement légal. Je vois maintenant la police est là, quand nous disons. On va rappeler encore une fois, on piquet de grève, là on pas ni entrave, on peut pas ni pont expulsion, pont décision de justice qui a encore une fois constaté, effectivement que nous avons une grève normale. En lieu de contestation, en lieu de revendication, d'autant qu'on a rappelé que nous déposons un préavis de grève depuis le 2 septembre 2021, et c'est ça, il faut jamais venir nous regarder, il faut jamais parler avec nous, il faut jamais discuter avec nous. Et si vous avez fait ça, vous voulez. Donc automatiquement, on va tout comprendre que nous réagissons. Et donc là, nous décidons de réintégrer BIC là simultanément à l'intégration des personnels suspendus. Un reportage signé Olivier Félix. Et l'ARS, elle, présente les résultats de l'enquête sur la santé des femmes enceintes et les bébés. Et la précarité se fait largement ressentir sur les grossesses. 33% des femmes en Guadeloupe ont un sentiment de mal-être, contre 26% dans l'Hexagone. 11% d'entre elles renoncent à des soins de santé pour des raisons financières, contre 2,8% au national. L'on compte également une proportion très élevée d'enfants prématurés. Des données alarmantes qui seront intégrées au nouveau schéma régional de santé. Reste à voir l'efficacité de ce dernier. Le reportage. On ne fait pas ce type d'enquête pour ne pas en tenir compte. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de boucler la rédaction du schéma régional de santé pour les 5 prochaines années. Il est évident que ne pas intégrer les enseignements de cette enquête dans ce schéma serait une faute professionnelle. Et donc je ne m'apprête pas à commettre. Oui, nous intégrons bien évidemment les enseignements de cette enquête à nos politiques publiques et à l'adaptation de ces politiques aux caractéristiques du territoire. En avant-première, donc je vous le dis, dans le prochain schéma régional de santé, il y aura un chapitre santé de la femme et de l'enfant, et plus spécifiquement autour des 1000 premiers jours de cet enfant. Pendant une semaine, au mois de mars 2021, toutes les naissances de plus de 22 semaines de grossesse, soit 5 mois et plus de 500 grammes de poids de naissance, ont été analysées dans l'ensemble de l'Hexagone et puis dans les départements et régions d'outre-mer. Ça a duré plus longtemps sur la Guadeloupe pour avoir des plus grands effectifs, donc ça a duré 8 semaines de plus. Et puis l'ensemble aussi des naissances du niveau national a pour la première fois bénéficié d'un questionnaire 2 mois après la naissance pour toutes les mamans qui le voulaient. Les caractéristiques populationnelles qu'on connaît déjà se retrouvent bien dans la santé de la mère et de l'enfant, c'est-à-dire une surreprésentation
de la précarité, une surreprésentation de l'obésité, problématique de santé mentale de la mère au cours de sa grossesse et au cours des premiers mois de l'enfant. Tout ça, quand on les relie aux problématiques de précarité et de problèmes de santé de type obésité, diabète, hypertension. C'est vraiment la première fois que c'est décliné dans l'ensemble des départements et régions d'outre-mer, avec du coup des effectifs qui sont suffisamment importants pour qu'on ait des données analysables à l'échelle de notre territoire et comparables avec les autres territoires d'outre-mer et puis l'Hexagone. Il y a effectivement des points positifs, ils sont au moins au nombre de 2. On a donc une bien moindre représentation du tabagisme chez les mamans sur nos territoires, plus de 10 points d'écart avec l'Hexagone. Et on a également une surreprésentation de l'allaitement maternel, puisque 92% des mamans allaitent leurs enfants et elles sont presque 72% à continuer à les allaiter 2 mois plus tard. Un reportage de Charlie Dagonia. Et on enchaîne avec le symposium caribéen et amazonien sur les matériaux durables. Jusqu'au 30 juin, les acteurs de la construction se penchent sur une grande interrogation, à savoir comment décarboner le secteur. Autre enjeu, mettre à profit les ressources locales pour créer des filières pérennes qui approvisionneraient les chantiers. Regardez. Il est important en effet pour l'État que d'être présent aux côtés du comité régional des ordres de l'architecte pour accompagner, structurer également la question des réflexions, mais surtout créer les synergies qui s'imposent sur le territoire pour faire en sorte que les matériaux durables deviennent en effet conception à la fois d'une valeur commune. Quand on parle de décarboner le secteur de la construction, on ne peut que penser à une approche globale parce que ça va de l'extraction de la ressource jusqu'à la mise en œuvre dans le bâtiment et aussi à son exploitation. Donc c'était important d'avoir toute la chaîne des acteurs. La particularité de l'action et du succès de l'action, c'est que dès le départ, on a pu réunir tous les acteurs. Et comme je l'ai dit souvent au tout départ de la constitution du réseau, on était comme à un momentum où tout le monde se disait il faut que les choses changent, on peut plus continuer comme ça. Donc tous ceux que j'ai contactés au tout début pour dire est-ce que vous voulez rejoindre l'ordre dans cette cause, cette action mobilisatrice, ils m'ont dit oui tout de suite. Donc j'avais vraiment une palette d'acteurs et je dis souvent c'était comme des gens, des citoyens qui s'engageaient autour d'une cause. C'est aussi faire en sorte, au travers de l'innovation, au travers également de ces matériaux durables, de pouvoir créer une véritable filière, une filière qui s'imposerait en Guadeloupe. Et c'est bien ça qui nous intéresse dans une économie sociale ou solidaire qui pourrait rassembler, qui pourrait structurer les besoins qui apparaissent notamment pour les maîtres d'œuvre et bien sûr faire en sorte que de ceux qui sont plus éloignés de l'emploi se retrouvent dans des valeurs communes dans le domaine de la construction. Le sujet déjà est vraiment important et l'invitation m'a vraiment fait plaisir. La durabilité est un enjeu mondial et nous avons des solutions qui sont prêtes à être appliquées un peu partout dans le monde en fonction des réalités locales. Nous sommes extrêmement ancrés sur les territoires et nous avons une volonté globale d'aller vers la décarbonation et d'arriver à la neutralité carbone en 2040. Il est important que nous puissions revoir un peu la façon de faire, les façons de procéder et de tenir compte également du réchauffement climatique pour améliorer la qualité de vie des personnes, mais aussi la qualité des prestations qu'on leur offre. Les architectes sont là, ainsi que tous les autres professionnels de la Caraïbe, d'Afrique, de l'Hexagone, enfin tous ceux qui sont venus. Vous savez, l'architecture, c'est en premier lieu s'adapter aux réalités de chaque milieu. Un bâtiment qui est bien adapté à Stockholm, même s'il est beau, il n'est pas forcément adapté en Guadeloupe ou au Bénin. Donc il faut s'adapter et après répondre aux préoccupations de la population. La ville de Petit-Canal, elle organisait hier la fête des parents. Pas de jaloux entre papa et maman, les deux étaient à l'honneur en même temps. Un beau moment d'échange et de partage, comme vous le verrez dans ce reportage. On a laissé passer la fête des mères et la fête des pères pour regrouper tout le monde et faire cette fête des parents, cette fête de la grande famille canadienne. Et vous voyez comment la population elle est au rendez-vous. Nous sommes ici en toute convivialité, en tout respect.
et c'est un moment de partage. Les animations, c'est comme tous les ans. Dommage, avec Covid, on n'a pas pu fêter, mais là, il rattrape le temps perdu. Donc, on fait avec et on est satisfait. Cela fait du bien bien sûr à nous les élus, mais ça fait du bien aussi à la population de se retrouver dans un cadre apaisé avec, je dirais, les enfants, les petits-enfants. Il y a eu du spectacle, il y a eu de la danse, on a chanté et il y avait de la musique traditionnelle aussi. Donc, véritablement un moment de réussite et je remercie au passage tous les administratifs qui ont travaillé sur la préparation de cette fête au niveau du Centre communal d'action sociale, mais aussi du service animation. Vous savez, pour moi, lorsqu'on est dans une rencontre où on a la famille, on a les aînés, on a les parents, on a les enfants, on a les petits-enfants, on se donne les moyens de faire plaisir. Et je ne sais même pas combien ça a coûté, mais ce qui était nécessaire pour moi, c'est de satisfaire la population et de faire en sorte que ce soit un moment de plaisir, d'échange et de convivialité. Et en parlant de moments de plaisir et d'échange, je reçois Fred DM, musicien et fondateur du groupe Soft. Bonsoir. Bonsoir. Le groupe Soft qui est de retour très bientôt sur scène pour vos 20 ans. Ouais. On est quand même déjà à 20 ans. Le temps est déjà passé depuis Cadence à Pays-là. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur l'historique quand même du groupe Soft. Donc vers 2002, tu crées le groupe. Pourquoi? Comment ça s'est passé? En fait, je ne crée pas le groupe. Hein. Quand je suis seul, je ne crée pas le groupe. C'est quand les autres viennent avec moi que ça crée un groupe. Donc, ce n'est pas comme si moi, je faisais un groupe. C'est quand, d'abord, il y a Didier Juste. On est tous les deux. Ensuite, il y a un jour, Michel Mado m'a invité à Sainte-Anne et j'ai rencontré Philippe Sadi-Calais. Voilà, et ça ajoute. On avait un autre contrebassiste et Joël est arrivé. Mon frère Maxence, je l'ai depuis qu'il est né, donc il est arrivé aussi. Julie aussi. Et c'est ça qui fait le groupe. Mais moi-même, je ne fais pas de groupe. Le groupe, c'est que tout le monde est vers. Là où qu'a fait un groupe. Donc c'est une construction un peu hasardeuse. C'est ça. En fait, je les ai connus dans Soft. Nous ne dit pas des amis avant. Nous nous sommes connus dans Soft et à travers Soft. Parce que Soft, c'est un projet. Le projet, c'est est-ce qu'on peut faire une musique en partant des rythmes traditionnels. Une musique acoustique, une musique qui n'est pas du zouk et qui partirait de là où Pierre-Édouard est parti pour faire quelque chose d'autre. Et ce projet-là, donc Philippe a dit « Ok, ça m'intéresse », Joël a dit « Ok », Julie a dit « C'est ok ». Et puis voilà, c'est ça qui nous tient ensemble. C'est qu'on a un projet commun qui est Bapéila en meilleure musique pour nous. Alors il y a le côté effectivement musical, mais il y a aussi le côté élévateur de conscience. Pourquoi avoir voulu jouer un rôle à ce niveau? Parce que celui qui choisit la musique traditionnelle comme point de départ va naturellement vers ça. Parce que, comme le calypso, comme le sound, comme d'autres musiques traditionnelles, la première fonction, c'est de dire ce que nous sommes, c'est témoigner de ce que nous sommes. Si nous savons qui Jean Mountek vivent au 19e, c'est parce qu'elle nous lit Victor Hugo. Si nous savons, les gens qui viennent après, ils disent, ni gens qui étaient la musique traditionnelle, et leur fonction, c'était de dire ce que nous sommes. Et nous, Soft, en partant des rythmes traditionnels, on est obligé de dire ce que nous sommes. Donc une nouvelle cadence pour le pays? C'est ça qu'on a cherché, à jouer une cadence pour le pays, oui. Et le pays a adhéré finalement? Depuis 20 ans, ça fonctionne. Les salles ne sont pas vides. C'est une surprise ou c'était un petit peu prévu? On ne peut pas savoir. On peut pas savoir. C'est-à-dire quand nous, on joue de la musique acoustique sur la FM en 2005, on ne pouvait pas savoir. À la fin, tout le monde dit « Oui, j'étais avec toi dès le début », c'est pas vrai. C'est-à-dire que nous, ce qu'on sait, c'est que c'était pas facile. Ce qu'on sait, c'est qu'on a eu le bénéfice de gens comme David Drumeau, c'est la première fois qu'on joue, c'est à la Casa. D'ailleurs, on a une nouvelle chanson qui sort et qui raconte ça, qu'on commence un jour à la Casa en 2003. On a rencontré d'autres personnes, des Jean-Michel Lesdel, des Caracas, des Jean-Philippe Fanfan, des gens qui nous ont encouragés. Des gens qui étaient un peu ouverts finalement, des gens qui étaient un peu ouverts d'esprit, puisque on n'aime pas trop la nouveauté souvent. Non, des gens qui étaient non seulement ouverts, mais qui nous ont encouragés. C'est surtout ça. C'est même pas non seulement eux, ils étaient ouverts, mais ils m'ont dit Fred, oui, tu peux faire un fait. J'écrivais pour d'autres personnes, ils m'ont dit, bon, écoute, écris pour toi-même. Et voilà, je voulais pas chanter. Je dis, mais chante, tu vois. Donc c'est ça, c'est-à-dire, et c'est pour ça que le 8, on a beaucoup de gens avec nous sur scène, parce qu'il y a beaucoup de gens à remercier. C'est ça aussi le sens du truc. On est comme une famille, en fait. Moi, j'ai puisé une bonne partie de ma vie chez Eric Kozak, donc il est là. La Dréseau est avec nous depuis le premier
premier album. Donc il est là. Izzy Kenanga dit Dédé, ça m'a beaucoup inspiré. Donc il est là, il chante avec nous, il chante Dédé avec nous. On a voilà, donc Acoustique c'est la même famille de musique. Victoro, c'est la même famille de musique. Orlan, pour qui j'ai eu le bonheur d'écrire. Et Orlan, c'est le premier musicien, enfin la première musicienne connue qui a joué avec Soft alors qu'on n'a même pas encore d'album. Donc c'est resté là. Et donc c'est un peu comme quelqu'un qui dit bon voilà, je vous présente, moi je suis connu mais je présente des petits gars là, ils viennent de commencer, je joue avec eux, ils sont bien. Et voilà, Orlan c'est ça, donc c'est pourquoi elle est sur scène avec nous. Et Métiès avec qui j'ai eu aussi le bonheur d'enregistrer, donc tous ces gens. Le seul avec qui on n'a pas enregistré et qui sera sur scène avec nous, c'est Admiralty. Mais c'est bien parce que je pense qu'aujourd'hui c'est sans doute et sans conteste le plus grand musicien guadeloupéen. Et nous, on ne fait pas de dancehall, mais je reconnais son parcours exemplaire. Et on va jouer un truc qui ressemble à Soft ensemble. Et ça aussi, Pays la Cadence Aïe, c'est ça aussi, c'est nous tout ensemble. Depuis Cadence à Pays là, déjà plusieurs albums. Là, oui. Je crois que le 4e est sorti en 2017-2018. C'est ça, 2017. Ti Guadeloupéen. On arrive un peu à la finalité ou... Ti Blanc, Ti Indien, aussi Ti Guadeloupéen. Mais il y a toujours des nouveaux sujets quand on décrit son pays. Il y a toujours des choses qui nous restent et le besoin de nous améliorer. Si j'écris une chanson contre le racisme, c'est parce que parfois moi-même je me surprends en créole à dire des choses qui sont pas dans le truc. Donc il faut que je me corrige et il faut que je souhaite de tout mon cœur que Ti Blanc, Ti Nègre, Ti Indien, que yo senti yo pi grand Guadeloupéen qui moi grand Guadeloupéen. Donc arrivé au Gadi. Mais bien sûr, nous là pour ça. Yo là pour ça. Yo ka vinn derrière nous, yo là pour ça. Donc le 8 juillet prochain, grand événement. Oui. Remerciements, tu l'as dit, une grosse partie de remerciements. Remerciements à tous ces gens qui nous ont soutenus. Remerciements. On a pris un tout jeune producteur pour produire le spectacle. Donc il y a des jeunes avec nous. Et il y a toute cette équipe, Izzy Kenanga, Admiralty, Victoro, Orlan, Ladrezo, Eric Kozak. Et des surprises sur scène. Et du rire, de l'amusement. Venez partager avec nous ce qu'on a fait pendant 20 ans. Écrire à partir des rites traditionnels. Et nous avons un nouveau morceau qui a sorti, qui a dit ni longtemps nous là, et nous pouvons arrêter ça. On va partir pour combien d'heures de show, puisque bon, on a quand même 4 albums à synthétiser. Je pense que le public... Bon... Heureusement, non, on ne joue pas tout. On joue que les hits, et puis on joue avec ceux qui viennent avec nous. Mais de toute façon, nous là, pas pour des nous hein. Nous en Guadeloupe, nous faisons dans un bel pays, c'est là nous prenons des sens, c'est là nous qu'à jouer. Donc nous, depuis nous monter sur scène, après ça nous qui voit. Ça qui fait belle. Oui, le 8 juillet, au Palais des Sports. Merci en pile. Merci beaucoup en tout cas Fred D, je le rappelle, musicien et fondateur du groupe Soft, d'être venu sur ce plateau ce soir nous présenter donc le 20e anniversaire de ce groupe mythique guadeloupéen qui sera donc en concert le 8 juillet prochain au Palais des Sports du Gosier à partir de 19h. Merci encore Fred. Merci. Et on se rend maintenant à Moule pour un événement éco-responsable, West Indies Green Festival. Vous étiez 12 000, tout s'est très bien passé. Regardez. Le West Indies Green Festival, c'est un festival qui a pour but de montrer les bonnes pratiques dans le secteur de l'événementiel, mais aussi de sensibiliser et d'éduquer le grand public à l'urgence écologique dans laquelle on vit actuellement. On parle surtout de beaucoup de la nourriture, parce qu'en fait, c'est pas seulement ce qu'il y a dans le plat, mais ce qui contient le plat. Donc c'est-à-dire que sur tous les restaurateurs que nous avons choisis, nous avons mis l'accent sur la provenance des produits. Donc on parle de circuits courts, de produits de saison. Et aussi, on a fait attention au régime alimentaire. Dans ce village, on retrouve plusieurs exposants déjà qui travaillent en parfaite harmonie avec nos valeurs. Donc, par exemple, on a Caraïbes qui font des pochettes de téléphone en PLV recyclés, donc des supports publicitaires, donc les PLV. On a McDo qui a fait une déco réutilisable et personnalisable. Donc, en fait, on a des supports qui sont presque co-conçus, on pourrait dire, et avec un engagement fort des partenaires en lien avec notre festival. C'est très important. D'ailleurs, nous avons créé un concept qui s'appelle la Air Caraïbes Festival Tour, qui nous permet d'être présents sur tous les festivals de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Paris, de Saint-Martin. Et ça nous permet ainsi de pouvoir venir à la rencontre de nos jeunes publics et de pouvoir aussi être dans la sensibilisation. C'est ce que nous faisons sur ce festival qui a une connotation éco-responsable. Et donc, c'est d'être dans la sensibilisation de la planète. Le Green Festival, c'est un événement majeur dans la vie de la Guadeloupe de façon générale, mais aussi dans l'univers éco-responsable de l'île.
Et du coup, nous, en tant qu'entreprise de l'ESS et qui proposons un service de covoiturage, donc clairement éco-responsable, on se devait d'être sur cet événement. On met en avant des artistes émergents, on expose pas mal d'artistes. On a 14 artistes cette année, si je ne me trompe pas, qui certains exposent pour la première fois par exemple. Et donc c'est vraiment le moment de prouver qu'en Guadeloupe, il y a aussi de l'art. Il y a aussi l'accès à l'art qui est important puisque tout le monde n'a pas l'opportunité d'aller au musée, d'aller voir des expositions et on les ramène ici dans un village qui est gratuit. On invite les gens à découvrir le covoiturage. On a mis en place la plastique mobile que vous verrez sur les images, qui est une façon de proposer aux gens de covoiturer des personnes qui ne se connaissent pas forcément, donc ils vont se chercher parmi les festivaliers et covoiturer ensemble dans notre plastique mobile. Et du coup, ça leur montre comment le covoiturage se passe et du coup, ça vulgarise le covoiturage auprès des festivaliers. C'est pas un festival comme les autres, franchement. On a vraiment mis un point d'honneur à recentrer l'intergénérationnel et surtout de faire en sorte que les jeunes, les moins jeunes s'y retrouvent. Et voilà, on a essayé vraiment d'ouvrir ça pour intégrer la population guadeloupéenne dans notre combat et dans notre engagement sur l'éco-responsabilité. Et aucun incident notable lors de l'événement, hormis 2 petites interpellations et quelques joints de cannabis saisis. Il y a comme une odeur de grandes vacances dans l'air, avec un record déjà battu sur le nombre d'infractions sur les routes ce week-end. Les gendarmes ont recensé pas moins de 118 conduites en état d'ivresse, sous stupéfiants, sans permis, des détentions d'armes et autres refus d'obtempérer. Des opérations de contrôle qui seront effectuées plus fréquemment sur terre, mais aussi en mer, suite à l'arrêté préfectoral interdisant les boats de partie, rassemblement d'embarcations en mer. Eh bien, les forces de l'ordre sont plus présentes, comme c'était le cas ce week-end. Regardez. C'est suite à l'arrêté préfectoral, on a mis en place des surveillances maritimes dans le grand cul-de-sac marin pour pouvoir éviter tout ce qui est boat party, rassemblement de plaisanciers, pour tout ce qui est festivités en mer. On est avec le parc marin qui est juste à côté. On est des binômes et on se répartit les zones. Aujourd'hui, on a fait Pointe de Sable, les Carrettes et cet après-midi, ce sera peut-être ailleurs, en fonction des bruits qu'on aura. On n'a pas été trop confronté au boat party, ça s'est un peu calmé suite aussi à l'homicide qui s'est produit à Pointe de Sable. Donc heureusement d'ailleurs parce que c'est quand même récurrent, il y a pas mal de plaisanciers qui font la tête, qui boivent énormément et après qui se conduisent pas trop bien en mer. Donc pas mal d'accidents de VNM, les scooters de mer, de plaisanciers. Et là ça s'est vraiment calmé. En tout cas, sécurité pendant cette période estivale. Et on se rend maintenant au terminal de croisière à Pointe-à-Pitre pour l'exposition Pool Art Fair. C'est le grand retour en fait de la Pool Art Fair cette année parce qu'on a eu malheureusement une pause avec le temps du confinement, le temps du Covid et on avait vraiment hâte du coup de remettre ça. Donc ça y est, depuis jeudi 22, c'est le cas. On a déjà accueilli plus de près ou voire même plus d'1 millier de personnes. On est très contents, il y a beaucoup de trafic, les gens sont vraiment très curieux, sont vraiment enjoués d'être avec nous et à nos côtés, de découvrir des nouveaux artistes guadeloupéens comme des artistes étrangers. On a notamment la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur cette année avec le maître Frédéric Brûlis-Boabré. On a aussi le Cameroun qui est représenté, le Cap-Vert, le Sénégal. Et on est vraiment très content d'avoir cette pluralité de provenance d'artistes sur la Pool Art Fair à Guadeloupe cette année. J'ai fait la première Pool Art Fair et donc j'en ai déjà fait, j'en suis à ma 3e. J'y suis parce que je pense qu'il faut y être. C'est un événement, c'est un grand événement pour notre pays, pour notre île. C'est à ma connaissance la seule foire d'art contemporain que nous ayons. Donc il faut y être. Je trouve que quand même Frères Indépendants fait un travail magnifique. C'est bien de montrer le talent de chacun parce que des fois on a envie de s'exprimer, on n'ose pas. Et comme pour la Pool Art Fair, il y a des appels à des personnes, appels à artistes, on se dit pourquoi pas. Voilà, c'est une bonne expérience pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Effectivement, cette année, on a vraiment des choses très différentes. On a des choses aussi qui sont très colorées. Et c'est vrai que je trouve personnellement, effectivement, que pour tous les artistes que je côtoie là depuis déjà 2 mois avec leur profil et leur inscription et maintenant depuis
depuis une semaine après leur installation au Hall 4 que je suis époustouflée. Il y a vraiment de très belles choses que j'aurais aussi d'ailleurs envie d'acheter. Et ils sont vraiment tous singuliers. Chacun et chacune, ils ont vraiment apporté une patte particulière à la poule cette année. Et on en a vraiment on en a plein les yeux. Et on parle sport avant de se quitter avec la finale de handball de la Air Caraïbes Cup. Pour moi, c'est une très grande satisfaction d'avoir pu organiser ce tournoi anti-Guyane. Parce qu'on avait des Guyanais, Martiniquais, des Guadeloupéens. Il y avait un pôle espoir qui était champion de l'IHF Trophy. Donc on a essayé de faire un brassage général pour qu'on puisse voir tous nos athlètes en fait, de la Caraïbe, plus ou moins. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui vont devoir être accompagnés, qui ont sollicité, mais qui se sont aussi donné les moyens d'y arriver. Et moi, j'ai beaucoup apprécié en fait le fait que ces jeunes souhaitent vraiment participer à la Air Caraïbes Cup. Donc c'était vraiment un désir de leur part et pour eux, c'est une fierté. Ce qui explique que sur le côté, en fait, on avait des jeunes qui n'avaient pas été sélectionnés, mais qui étaient quand même dans la continuité du banc. Donc, rien que le fait d'être autour de cette manifestation, pour eux, c'est une fierté et pour moi, c'est un réel plaisir. Tournoi très engagé. Le tournoi m'a permis de pouvoir voir quel est le niveau professionnel, de pouvoir affronter des personnes d'autres nations et ça m'a permis aussi de pouvoir prendre de l'expérience. Ça permet à nos jeunes de voir le niveau qui se fait à l'extérieur. On a toujours tendance à voir uniquement à la télé ou même nous au niveau coach, ça nous apporte énormément. Et je crois que, mis à part le Covid qui a peu ralenti les choses, donc Didier Dinard essaie de reprendre les choses en main de façon à ce que les Guadeloupéens, les jeunes, les cadres, et que pour que le handball guadeloupéen ou même, je dirais, le handball anti-guyanais puisse aller vers l'avant. Ja sam došao ovdje sa jednom mladom ekipom. Il est venu ici surtout pour tester ses joueurs et pour préparer certains des jeunes joueurs pour l'équipe nationale A. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à un tel niveau de notre équipe. Et donc ce qu'il a fait aujourd'hui, il a déjà préparé ses joueurs pour qu'ils soient prêts à une belle opposition. Et d'autre côté, il a respecté son adversaire jusqu'au bout. Donc ils ont joué jusqu'au bout, ils ne sont jamais lâchés ce match. L'année prochaine, je suis censé partir dans un club en France qui me permettrait normalement, si Dieu le veut, d'atteindre le haut niveau. Moi, je dis toujours que la Air Caraïbes Cup, ce n'est pas 10 jours dans l'année, c'est toute l'année. C'est être à la disposition de notre jeunesse guadeloupéenne, de pouvoir les accompagner, d'être un grand frère, d'être un ambassadeur, d'être un tuteur et tout simplement, en fait, en tant qu'antillais, de toute façon, on peut être disponible pour eux. ONews Radio sur outremernews.fr.